Alors effectivement, donc comme on vous a expliqué que quand même les chirurgiens étaient un petit peu dans à la droite de la courbe de Gauss en termes de revenus et tout ça, et bien ils n'ont pas toujours le temps de s'occuper de leur patrimoine. Et donc c'est pour ça que nous avons demandé à Madame Agathe Loubens, qui est gestionnaire de patrimoine, de venir nous parler un peu de ces, pas des problématiques, mais disons de ces aspects-là, oui. Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui des aspects patrimoniaux de votre installation, en tout cas de votre exercice professionnel, si vous êtes déjà installé. Je vais vous présenter déjà le cabinet. Donc nous sommes un cabinet qui est spécialisé vraiment dans les problématiques patrimoniales des professionnels de santé. Donc nous connaissons bien vos problématiques ordinales aussi, vos contraintes spécifiques, et les stratégies que nous mettons en œuvre en tiennent compte. Nous vous accompagnons vraiment dans le temps sur toute la durée à la fois de votre exercice au moment de l'installation, pendant votre exercice, et puis également à la cessation de votre activité professionnelle et même au-delà, au moment du départ à la retraite et même au moment de la transmission. Donc en fait, le cadre que nous mettons en place, c'est vraiment un moyen, un effet de levier important qui permet de constituer et de développer votre patrimoine. Et ces effets de levier vont se retrouver également au moment de la transmission du patrimoine pour diminuer les droits de succession. Donc c'est un ensemble qui va du début jusqu'à la fin. Donc, hop, je me présente au passage. Donc, je suis de formation juriste et fiscaliste, et puis j'ai complété cette formation par un diplôme en droit en gestion de patrimoine à Dauphine. Ça fait un certain temps que j'exerce, j'accompagne les dirigeants, mais depuis 2008 un peu plus spécifiquement sur les professionnels de santé dans leurs problématiques patrimoniales, et j'ai pu mesurer vraiment depuis 11 ans le succès rencontré par notre approche et qui est vraiment validé et sécurisé à chaque étape par des grands professeurs de droit qui nous accompagnent dans cette démarche. Donc, vous avez pu voir, je crois, juste avant, dans une intervention précédente, le poids des charges sociales et fiscales qui pèsent sur vos revenus professionnels. Et donc, ces charges fiscales et sociales sont difficilement réductibles. Il y a quelques niches fiscales ou des cotisations sociales Madelin qui peuvent être déduites, mais au-delà de ça, votre assiette est très large, l'assiette de calcul de cotisations et d'impôts, puisqu'elles sont calculées sur votre BNC, et que votre projet c'est d'accroître bien sûr ce BNC, et donc la trajectoire devient exponentielle, et on arrive à certains moments à des seuils où on se dit bon bah là maintenant je suis au point mort et il vaudrait mieux que j'arrête, ou j'arrête de travailler plus, ou au contraire la fuite en avant, travaille de plus en plus pour être en mesure de payer ses cotisations sociales et cet impôt sur le revenu. On voit que au niveau de l'impôt sur le revenu, par exemple, pour pouvoir, chaque euro qui est transmis dans votre patrimoine privé, chaque euro que vous avez choisi ensuite d'investir ou de dépenser, en fait, il aurait été nécessaire de générer 2 euros de bénéfices pour 1 euro dépensé ou investi. Donc vraiment, ça devient très oppressant, on va dire. Et pour les cotisations sociales, elles ont une trajectoire exponentielle, elles ne sont pas plafonnées, alors que les prestations que vous allez recevoir en retour, elles sont non seulement plafonnées, mais en plus, elles vont pas aller ça ne va pas aller en s'améliorant avec le projet de loi Macron. Donc voilà, la baisse de la valeur des points et le recul de l'âge de départ en retraite ne sont pas ce qui va vous pousser à cotiser encore davantage. On peut prendre par exemple l'exemple d'un chirurgien conventionné secteur 2 qui cotise pendant 40 ans avec un BNC moyen de 250 000 euros. On voit qu'entre le coût des cotisations et le montant de la prestation servie, on a une déperdition de 50%. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des stratégies, il y a des choses qui sont possibles, et les stratégies que nous préconisons en fait, c'est vraiment un cadre général, souple et ajusté, puisqu'il va servir dans le temps du début jusqu'à la fin, et qui est
à 2 niveaux. Donc le premier niveau, c'est le cadre de votre exercice professionnel, c'est-à-dire la possibilité d'exercer en société soumise à l'IS. Alors, cette possibilité, elle existe depuis 1990 et elle a été mise en place pour mettre fin à une distorsion, une discrimination fiscale à votre encontre, puisque vous étiez les seuls à ne pas pouvoir bénéficier de la fiscalité IS. Donc, pour citer l'éminent professeur, l'éminent fiscaliste, contribuable de tous états, mettez-vous en société parce que l'IS a vraiment des atouts par rapport à la fiscalité, à l'impôt sur le revenu. Donc la stratégie préconisée, c'est déjà de mettre en place un cadre juridique et fiscal avantageux qui est la société d'exercice libéral, qu'on peut appeler la SEL, qui est toujours très intéressante, sauf à ce que vous soyez déjà vraiment au seuil du départ à la retraite, vous rencontrerez que des avantages à exercer en société d'exercice libéral. Alors, l'avantage premier, c'est la fiscalité IS, d'impôt sur les sociétés. Elle est toujours plus favorable puisque elle a un taux, le taux est de 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices et au-delà on passe à 28% dans la mesure où votre tranche marginale d'imposition personnelle sera de toute façon en moyenne entre 30 et 40%. Voilà, l'IS est toujours plus favorable, mais surtout, et à côté, le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir dissocier le bénéfice de votre rémunération, puisque en BNC, tout votre bénéfice est soumis à cotisation sociale et à l'impôt sur le revenu, alors qu'en société, c'est vous qui décidez le montant que vous allez prendre et donc votre niveau de cotisation sociale et votre niveau d'impôt sur le revenu. De ce fait-là, vous devenez un contribuable actif, puisque c'est vous qui maîtrisez ce que vous allez payer. Et donc vous allez procéder à des arbitrages, c'est-à-dire à des choix à différents moments de la vie, de votre vie professionnelle, en faisant des choix qui vous seront favorables, plutôt que de subir en fait et d'être un contribuable passif. Alors, le petit rappel de la fiscalité IS que je vous disais, avec un taux qui en plus est dégressif, contrairement à l'impôt sur le revenu, qui lui a tendance à être progressif, mais de toujours un peu plus. Là, le taux d'IS va décrescendo. Donc, comment est-ce que, dans le cas de la fiscalité IS, votre train de vie est fiscalisé? Alors, soit à travers la rémunération, ce qu'on appelle la rémunération de gérance majoritaire, la fiscalité, elle est assise sur ce que vous allez donc effectivement prélever, mais après un abattement forfaitaire de 10%. Et si vous choisissez, si on s'aperçoit qu'il est plus favorable ou de compléter cette rémunération par des dividendes, là la fiscalité elle est plafonnée à 30%, ce qui fait qu'on est de toute façon en dessous de votre tranche marginale d'imposition, puisque l'impôt sur le revenu dans cette tranche de 30%, c'est 12,8, donc on est vraiment peu ou prou sur la première tranche, ce qui ne serait pas votre cas si vous étiez à l'IR. Et puis il y a également la possibilité, mais là on est dans des opérations de refinancement, de récupérer du cash par les plus-values, par exemple en cédant vos parts de société à une société, une SPFPL ou une holding, auquel cas là on serait de nouveau également sur 30%. Donc on a vu que l'IS était déjà un premier moteur pour passer en société et le fait de pouvoir faire des arbitrages et de devenir actif. Donc il y a plusieurs moments où vous allez pouvoir être actif. Il y a le moment de la création de la SEL, c'est-à-dire, alors il y a deux cas de figure, soit vous débutez, et à ce moment-là, vous débutez vraiment votre activité, vous n'êtes pas encore ni en BNC, ni en rien du tout, à ce moment-là, ceci ne vous concerne pas encore, mais pour ceux qui sont déjà en activité, il y a la question de savoir comment la SEL va devenir propriétaire de la patientèle, puisqu'elle est obligée d'être propriétaire de cette patientèle, donc vous avez deux possibilités, soit vous apportez la patientèle à la société, vous ne récupérez pas d'argent en contrepartie, mais vous n'êtes pas imposé. Encore que s'il y avait une plus-value, elle serait reportée, simplement elle est mise en suspens au moment de la retraite. Soit vous vendez votre patientèle à la société et à ce moment-là, vous récupérez le prix de cession qui sera néanmoins imposé à la plus-value s'il y en avait une de 30%. Et si vous aviez acquis cette patientèle vous-même, ça viendrait en déduction de la plus-value. Et donc, vous allez percevoir à ce moment-là un capital qui va vous permettre, par exemple, soit de diminuer la rémunération dont vous allez avoir besoin, donc de diminuer vos cotisations sociales et votre impôt sur le revenu, soit
prévoit éventuellement de rembourser des prêts personnels qui vont vous permettre également de diminuer votre rémunération de gérance et donc vos cotisations sociales et votre impôt sur le revenu. Donc ça, c'est vraiment un premier point d'entrée d'optimisation qui est souvent vu comme le seul point, et du coup un peu réducteur, d'intérêt de la selle, alors que vraiment c'est juste le point d'entrée. Mais c'est celui qui va débuter le cercle vertueux. La deuxième possibilité d'optimisation, c'est sur les revenus. Donc ça, c'est pendant toute la durée d'exercice. Vous avez plusieurs choix puisqu'il y a plusieurs façons de se rémunérer. Donc vous avez ce qu'on appelle la rémunération de gérance majoritaire qui bénéficie d'un abattement de 10% jusqu'à 120 000 € de revenus. Donc même si vous si vous perceviez la totalité du bénéfice de la selle, ce qui serait dommage comme on va le voir, votre impôt sur le revenu serait de toute façon inférieur à celui que vous auriez en BNC si vous étiez resté en BNC puisque vous avez cet abattement de 10%. Donc vous avez l'exemple là sur un BNC moyen de 70 000 €, on aurait déjà une différence d'impôt sur le revenu de 2 000 €. Ensuite, et c'est surtout ça en fait, c'est le point vraiment clé de la stratégie quand on passe en selle, au-delà de la fiscalité IS, c'est donc de pouvoir ajuster votre rémunération de gérance à vos besoins réels. Puisqu'en BNC, vous subissez de plein fouet la fiscalité et les charges sociales sur 100% de votre bénéfice, alors que là, vous pouvez choisir le montant de votre impôt et de vos cotisations sociales en ne prenant vraiment que le montant dont vous avez réellement besoin pour financer votre train de vie. Et vous laissez dans la société ce dont vous n'avez pas besoin. Donc vraiment, vous serez fiscalisé uniquement sur cette partie-là. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez faire des économies d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales. Donc vous aurez besoin de moins d'argent pour payer ces cotisations-là. Et donc vous allez prélever moins sur la selle et vous commencez le cercle vertueux puisque vous allez prendre de moins en moins et payer de moins en moins. Après, vous avez la possibilité de faire aussi encore un autre choix, celui de choisir entre rémunération de gérance ou dividende, qui sont deux mécanismes qui ont des ressorts différents. Donc en fait, il faut faire des calculs pour savoir, de manière générale, la rémunération de gérance est plus avantageuse, mais les dividendes peuvent venir compléter en fait cette rémunération. Voilà, c'est plus de l'ordre du complément qu'une méthode récurrente. La troisième possibilité d'optimisation, c'est vraiment de transformer cette société en caisse de prévoyance et de retraite. Parce que comme on a vu juste avant, vous n'allez pas tout prendre. Vous n'allez prendre que ce dont vous avez effectivement besoin. Donc tout ce que vous allez laisser dans la selle va créer votre épargne. Et cette épargne, elle sera en plus augmentée du montant d'impôt que vous ne payez pas, de la différence. C'est-à-dire que les économies qui vont rester dans la selle vont être taxées à 15% ou 28%, alors que si elles avaient été distribuées, elles auraient eu une taxation moyenne de 50%. Donc l'économie d'impôt va rester dans la selle et donc ça accroît cette épargne qui reste au sein de la société. Et qu'est-ce que va devenir cette économie d'impôt ? En fait, elle se transforme en assurance prévoyance, c'est-à-dire que si vous devez faire face à un arrêt maladie ou à un accident et que vous avez une baisse d'activité, vous pourrez récupérer ces sommes non distribuées et stockées au sein de la selle. Et en plus, vous pouvez au passage diminuer vos réductions cotisations Madelin, puisque c'est vraiment la selle qui va faire office de caisse de prévoyance. Et cette économie-là, elle va augmenter encore votre capacité d'épargne au sein de la selle. Et puis, au moment de la retraite, ça pourra venir compléter votre pension de retraite qui ne devrait pas suffire à assurer votre train de vie. Et la quatrième possibilité d'optimisation, c'est au moment de la transmission du patrimoine, puisque à terme, la société va vraiment devenir une société de gestion de son patrimoine pour ses compléments de revenus et qui n'auront pas de cotisation sociale, simplement les prélèvements sociaux, et puis anticiper la transmission. Donc un petit rappel sur la fiscalité IS, sur sa remarquable stabilité, puisque à la fois ça dépend du droit européen et pas de Bercy, et que les TPE, PME sont les entreprises qui créent des emplois et qui ne peuvent pas être maltraitées. Puis on a vu que c'était vraiment la tendance à la baisse, l'IS.
Alors pour aller plus loin, c'est maintenant le deuxième étage du cadre dont je voulais vous parler, et c'est lui qui va démultiplier les effets qu'on a vus déjà dans la selle, qui va démultiplier les effets de levier. Parce que c'est vraiment une combinaison qui va... la selle toute seule, c'est bien, mais seule... plutôt, la selle, c'est bien, mais seule, c'est pas suffisant. Donc la société holding patrimoniale va venir pour démultiplier ses effets. Elle va venir aider à développer et pérenniser le patrimoine qui est au sein de la selle. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une holding? C'est une société civile qui est soumise à l'IS, bien sûr, pour avoir toujours les mêmes effets positifs de cette fiscalité. Elle n'a pas d'activité économique, elle est simplement constituée, elle est simplement détentrice de participation et elle va gérer ses participations. Et elle va le faire grâce aux excédents permanents de trésorerie de la selle qu'on aura stocké. Donc tout ce qui n'aura pas été pris au niveau des bénéfices en rémunération ou en dividende, tout ça va donc être, va être fructifié par la holding. Donc la holding, elle a le droit d'être associée dans la selle à concurrence de 25% maximum, c'est sur vos contraintes ordinales d'associés non professionnels. Donc on va pouvoir remonter dans le cadre du régime fiscal FIMER. Dans le cadre du régime fiscal FIMER, on peut remonter en quasi-exonération de fiscalité les dividendes à concurrence et sa participation. Et tout ce qui n'aura pas été remonté en dividende peut être prêté à la holding parce que nous sommes dans un groupe de sociétés. Et donc, en fait, l'intégralité des excédents de trésorerie pourra être prêtée à la holding pour qu'elle le fasse fructifier pour son compte. Et donc, on va pouvoir développer ce patrimoine. Et ce sera d'autant plus fort, la combinaison est d'autant plus intéressante pour les revenus fonciers, puisque, on va le voir juste après, hop, je vais vous le montrer ensuite. Voilà. Donc vous voyez qu'on a la société holding patrimoniale qui est en lien, on est vraiment dans un groupe de sociétés avec la société d'exercice libéral, donc tous les flux remontent vers la société holding. Donc la selle apporte ses capitaux dans les deux sens, en fait dans tous les sens des sociétés qui sont créées. Et donc pour les investissements immobiliers, en fait, je disais que c'était d'autant plus intéressant parce que nous pouvons faire des opérations de refinancement, en fait, qui vont permettre les biens immobiliers que vous pouvez détenir à titre personnel peuvent être revendus à une société civile immobilière que vous détenez, et ce qui va générer un cash qui va de nouveau vous permettre de diminuer vos besoins de prélèvement sur la société d'exercice libéral, et donc continuer le cercle vertueux de j'ai besoin de moins en moins de trésorerie et je paye de moins en moins d'impôts et de revenus, d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales. Je ne vais plus payer d'impôts sur les revenus fonciers à 47,2 à peu près minimum d'impôts sur le revenu, puisque ce sera dans le cadre de la fiscalité IS, et également je vais pouvoir, avec le cash dégagé, rembourser éventuellement les emprunts personnels que j'aurais souscrits pour ces biens immobiliers. Et s'il y avait en plus des compléments de revenus, des compléments plutôt de remboursement d'emprunts à faire que je prenais avant moi sur mes revenus personnels, et donc on a vu qu'il pourrait en avoir 1 euro, il fallait en générer 2, et bien là cette fois-ci c'est les excédents permanents de la selle qui vont pouvoir, en transitant par la holding, venir compléter ce besoin. Et comme en plus vous n'aurez plus à payer ces 47,2 d'impôts sur les revenus fonciers, et bien cette économie-là sera de nouveau une manière de diminuer votre rémunération de gérance. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui se crée et qui vous permet de constituer puis développer ce patrimoine. Voilà. Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment d'abord une situation personnelle qu'il faut regarder, puisque vous avez tous des situations différentes. Ça dépend également de vos objectifs, mais que le passage en selle combiné à la holding, et donc la création de ce groupe de sociétés vous permettra vraiment de pouvoir vous constituer un patrimoine et de le transmettre ensuite dans des conditions optimales également à vos enfants. Voilà, ça c'est tout. Merci.
Oui, alors donc vous l'avez compris, c'est assez technique. Merci Madame Loubin. Mais vous pouvez, si je peux me permettre, vous pouvez avoir la possibilité de visionner sur notre site internet des conférences qui sont vraiment passionnantes et qui détaillent, qui rentrent plus en profondeur sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout Français, enfin, on a des préoccupations différentes en début de carrière, en milieu de carrière et en fin de carrière, et c'est vrai qu'on a besoin d'être accompagné parce qu'on s'occupe d'abord de sa résidence principale, ensuite des études des enfants, puis ensuite on voit la retraite arriver, tout ça, et donc effectivement on a besoin d'une façon ou d'une autre d'être accompagné. Est-ce que vous avez des questions? Juste une petite rapide. Ouais. Juste une petite rapide. Pourquoi la SEL, qui est soumise à l'IS, ne peut pas faire office de holding patrimonial? Alors, normalement, elle a une activité qui est réglementée, qui est vraiment l'exercice de la profession libérale. Donc, elle peut avoir... Alors, on peut la transformer en fin de carrière, mais ça veut dire que pendant toute la carrière, vous n'aurez pas pu justement faire les investissements que vous auriez souhaité de diversification, puisque c'est une activité vraiment résiduelle qu'elle peut avoir de gestion de patrimoine, très très résiduelle. Donc, elle ne pourrait pas, par exemple, avoir une activité de location nue ou de location meublée, ou voilà, tous ces investissements qui ne sont pas financiers en fait. En fait, je crois qu'ils sont encore trop jeunes. Ah non, mais c'est important qu'ils sachent que ça existe et qu'ils pourront y recourir quand ils en auront besoin, parce qu'une fois qu'on aura travaillé, qu'on se sera établi, eh bien c'est là qu'on aura ces préoccupations. Oui, en tout cas c'est une technique éprouvée qui fait vraiment le bonheur on ne travaille que sur recommandation de vos comptes. Le bouche à oreille fonctionne très bien entre médecins et on a la chance de ne travailler que sur recommandation parce que ça marche très bien. Bien, merci beaucoup, Mme Loubin.